Hop, bonjour. Mais bonjour à tous. Donc, déjà, je me présente. Alors, attends, est-ce que ça marche le partage d'écran? Ça ne marche plus. Ah, là, ça devrait marcher. Ouais, ok. Là, ça marche et je vois comme ça. Si jamais il y a des questions par écrit, je te laisse les relever, David. D'accord. Comme ça, parce que là, c'est un peu difficile de tout voir. Donc, en fait, le but, c'est, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Damien Meyer, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis chercheur au CIRAD en santé animale sur le site du Clos de l'INRA à Prise d'eau. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc ça va être une présentation un petit peu à deux têtes. Enfin, je vais pas mal parler, mais Christophe, qui a travaillé avec moi sur ce logiciel et qui a fait énormément de choses, on a travaillé vraiment ensemble, pourra intervenir le cas échéant ou répondre à vos questions. Et donc en fait, donc l'idée c'est pas de faire une présentation trop longue ni trop formelle, c'est de vous parler d'un logiciel qu'on a développé ces dernières années, donc qui a été publié pour la première fois en 2013 sous forme de package en ligne de commande, puis après republié sous forme d'un site web en 2017. Et c'est un logiciel qui a permis aussi la valorisation de nombreuses publications de bioinformatique et aussi de biologie pure. Et donc, c'est un logiciel qui s'appelle Saté. Et donc, en fait, au début, l'historique de ce logiciel, c'était que c'était un logiciel qu'on avait développé comme un petit outil maison pour prédire des effecteurs du système de sécrétion de type 4 chez la bactérie sur laquelle on travaille, qui s'appelle Ehrlichia ruminantium. Donc, juste pour vous montrer, donc, alors, attendez, je sais pas comment je peux faire. Vous voyez ma diapositive là? Oui, oui, on la voit. Ok. On voit la première. Enfin, moi, je vois que la première et c'est en Ouais. noir. Donc, je ne sais pas si c'est Ouais, c'est en normal. noir et blanc. Je veux juste pas. Bon, c'est pas grave, je vais la faire comme ça. Je veux pas me mettre en format diaporama parce qu'après, sinon, je vois plus rien. Donc, en fait, nous, on travaille traditionnellement dans notre laboratoire sur une bactérie qui s'appelle Ehrlichia ruminantium et qui est une bactérie intracellulaire obligatoire. Et donc là, vous la voyez sous sa forme infectieuse, c'est en microscopie électronique à transmission. Et là, en microscopie électronique à balayage, toujours la même forme infectieuse qui va attaquer en fait sa cellule hôte. Et ici, c'est des cellules endothéliales. Et donc, en fait, pour se répliquer à l'intérieur de la cellule, la bactérie utilise des protéines de virulence qui sont sécrétées par un système de sécrétion qu'on appelle le système de sécrétion de type 4. Et en fait, ce système de sécrétion permet donc, c'est une seringue moléculaire que vous pouvez voir ici modélisée, qui permet la sécrétion de ces protéines de virulence dans la cellule hôte. Et donc ces Legionella, c'est le cas aussi. Legionella, c'est une bactérie intracellulaire pas obligatoire, mais qui a une phase de réplication dans une vacuole comme, euh, comme Ehrlichia. Et donc, j'ai un petit film là pour vous montrer comment ça se passe. Donc, la bactérie arrive au niveau de la cellule, rentre, se fait endocyter, se retrouve à l'intérieur d'une vacuole. Vous voyez l'animation quand ça passe? Oui, c'est bon. Voilà. C'est parfait, Damien. Ok. Ok. Et donc, je l'arrête de temps en temps, hein. Donc, elle rentre, se fait endocyter en fait, et elle commence à sécréter son système de sécrétion de type 4, qui est une petite seringue que vous allez voir, voilà, en plus gros grossissement, ici. Voilà, et cette seringue commence à sécréter des effecteurs de type 4, donc ces protéines de virulence, pour prendre le contrôle de toutes les voies de signalisation de sa cellule hôte. Elle la zombifie en quelque sorte. Donc il y a des effecteurs qui vont dans le noyau, dans des organites, qui recrutent des vacuoles qui perturbent le trafic vésiculaire du Golgi
pour masquer la vacuole, pour acquérir aussi des lipides pour la propre maturation de sa vacuole. Et donc, à l'intérieur de cette vacuole, dans laquelle elle est masquée, la bactérie peut se développer par fission binaire. Donc, chez Ehrlichia, ça marche exactement de la même manière. Et une fois que la multiplication se fait, la bactérie va pouvoir être libérée. Donc là, vous allez voir, en lisant la cellule, en la faisant littéralement exploser. Donc voilà. Donc là, Legionella est une bactérie flagellée, Ehrlichia non, mais ça change rien. Donc la bactérie va être capable de lyser sa vacuole, puis de lyser sa cellule. Donc là, voilà. Et du coup, les particules infectieuses vont être capables de gagner d'autres cellules adjacentes. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur cette photo de microscopie électronique. Là, on voit donc les Ehrlichia qui sont à la surface d'une cellule avant l'infection. Et donc, nous, dans le laboratoire, on s'était demandé, nous, ce qui nous intéressait, c'était de mieux comprendre la pathogénèse de la bactérie et donc d'identifier ces effecteurs de type 4 d'Ehrlichia ruminantium et donc ces protéines de virulence. Et pour ça, on a décidé de mener une approche bioinformatique afin de faire une analyse des génomes disponibles d'Ehrlichia. Et le but de cette approche, c'était de regarder dans la littérature tout ce qu'il existait, tout ce qui était connu comme effecteurs de type 4, d'identifier leurs caractéristiques spécifiques et d'essayer de faire un algorithme qui permettrait de pouvoir analyser les génomes pour prédire des effecteurs candidats de type 4 qui pourraient être ensuite déjà repasser dans un pipeline bioinformatique pour les vérifier et donner une valeur à la prédiction, mais aussi qui pourrait être ensuite validé au niveau fonctionnel. Et donc pour ça, donc avec Christophe que vous voyez là, ou qui va peut-être mettre sa vidéo s'il veut être vu, on a conçu un programme modulaire en fait qui analyse à la fois les séquences protéiques et nucléiques et qui compile tout pour pouvoir. Donc maintenant, je crois qu'il y a plus. Au début, il y avait 13 caractéristiques, mais maintenant, je crois qu'il y en a une de plus. Enfin, peu importe. Et donc, c'est un programme modulaire SAT qui permet la prédiction des effecteurs du système de sécrétion de type 4 dans les génomes bactériens. Et donc, la surprise, lorsqu'on en a eu fini de ce logiciel, qui était fait, je vous le rappelle, au début que pour Ehrlichia, c'est qu'on s'est aperçu, bien sûr, et ça c'est en discutant avec Navin Rastogi, qui était à l'Institut Pasteur avant, et avec qui on discutait beaucoup, lors d'un meeting scientifique qu'on avait fait à l'Institut Pasteur de Guadeloupe, justement, qui m'avait suggéré de le développer de manière plus large pour toutes les bactéries. Et on se demande même actuellement si ça marcherait pas pour les gros virus. Et donc, en fait, on en a fait un outil générique de prédiction des effecteurs de type 4 pour toutes les bactéries qui ont un système de sécrétion de type 4. Et donc là, je vais passer sur la page web. Donc, vous pouvez trouver ce logiciel sur le web. Maintenant, il est librement disponible. Donc, attendez, je vais bouger ça, cette petite figure. Voilà. Et donc, en fait, l'adresse, c'est www.sat.cirat.fr. Et donc, vous avez la page d'accueil. Donc, maintenant, en fait, sur cette page d'accueil, vous avez une modélisation du système de sécrétion de type 4 avec un petit laïus qui permet d'expliquer ce que permet de faire ce logiciel. Les références bibliographiques adéquates dont je vous parlais, celles de 2013 et ah ben non, je disais 2017, c'est 2019. Pardon. Voilà, on l'a publié en 2013 et en 2019, la nouvelle version en 2019. Et vous avez aussi le package en ligne de commande qui est disponible pour les gens qui voudraient faire tourner le logiciel sur leur ordinateur sans que ça soit dans les bases de données. Je vais aller directement au dernier onglet de ce site web pour vous montrer en fait. Alors attendez, hop là, voilà, l'onglet SATdoc
ici, où vous avez de nouveau ces références bibliographiques et une foire aux questions avec toutes les questions principales que vous pourriez vous poser et auxquelles on a répondu. Si jamais vous avez des problèmes pour utiliser ce logiciel, il y a une adresse générique qui permet de nous contacter et de traiter ces problèmes, ou si vous avez d'autres questions. Ici aussi, donc ce programme a été déposé à l'Agence de protection des programmes sous ces deux versions, hein, la version primaire et puis la nouvelle version développée. Et donc, si on retourne à la page principale, vous pouvez voir en fait que ça a bugué. J'ai des petits problèmes de connexion, donc j'ai fait tourner quelques trucs avant, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de visio en même temps. Donc en fait, le premier onglet de SATé, c'est SATé 2.0, cet onglet ici. Donc à chaque fois, vous avez une petite fenêtre interactive qui vous explique ce que ça permet de faire. Et donc si on y va, sur cet onglet, attendez, mince, je ne l'ai pas. Bon, attendez, je vais essayer de voir si ça marche. Oui, ça marche. Ok. Vous voyez toujours? Oui, c'est toujours bon. Oui, oui. Ok. Oui, on On voit voit. bien. Donc, de base, vous pouvez choisir un génome qui a été précédemment, qui est disponible dans les bases de données et sur lequel on a fait tourner SATé. Donc, vous voyez qu'on en a mis un gros paquet. C'est toutes les bactéries principales qui ont un système de sécrétion de type 4. Mais vous avez la possibilité aussi d'importer pour un génome annoté en format GenBank votre propre génome. Si vous avez séquencé un nouveau génome publié et voilà qu'il est en format GenBank, vous pouvez l'importer ici et faire tourner, donc annuler votre sélection et faire tourner SATé. Vous avez des petites news ici qui apparaissent régulièrement. Bon, là pour l'instant elles sont pas trop à jour, mais on va faire en sorte que ça le soit plus. Et de nouveau un petit laïus à gauche qui vous permet de savoir un petit peu ce que vous faites, où vous êtes, qui vous rappelle à chaque fois pour chaque onglet ce que vous pouvez faire. Donc ça, la fenêtre principale, c'est la fenêtre de travail. Donc vous pouvez sélectionner un génome. Et quand vous sélectionnez ce génome, vous faites Run. Quand vous faites Run, ça mouline comme ça. Donc là, moi, c'est ce que j'ai en ce moment. J'ai un problème de connexion, ça ne marche pas bien. Donc vous avez une petite fenêtre d'attente. Et après, donc là, j'avais choisi le génome d'Ehrlichia. Et Christophe vous montrera sur un autre génome voilà ce que ça peut donner. Et donc, en fait, là, c'est la première figure, en fait, c'est la première page qui s'ouvre et qui vous présente les effecteurs candidats qui ont été trouvés. Et vous avez une petite légende ici qui vous indique toutes les caractéristiques de ces effecteurs. Donc, savoir si on a une homologie ou pas avec un effecteur connu. Donc, ça sera la protéine sera colorée en rouge et les différents voilà, si on a trouvé un motif caractéristique dans le promoteur de régulation, si on a des domaines de type eucaryote, puisque en fait c'est ce qui nous intéresse, hein, on travaille sur des eucaryotes, mais c'est des eucaryotes qui synthétisent des protéines de virulence qui vont avoir un effet dans une cellule eucaryote, et donc il se trouve que ces protéines ont des domaines eucaryotes. Donc c'est ce qu'on cherche. Des domaines DUF, donc c'est des domaines de fonction inconnue, mais c'est caractéristique d'effecteurs, ces domaines DUF, d'effecteurs de type 4. Des domaines de localisation dans le noyau, parce que certains de ces effecteurs vont dans le noyau, dans la mitochondrie. Des motifs E-block, alors là c'est caractéristique chez Legionella et Coxiella de la sécrétion par le type 4. Des domaines COIL-COIL d'interaction protéine-protéine, des domaines EPIA de phosphorylation, des caractéristiques d'hydrophobicité C-terminale, de charge C-terminale aussi, de basicité C-terminale, des domaines de prénylation pour s'accrocher aux membranes et des caractéristiques d'hydrophobicité globale. Et donc là, donc sur Ehrlichia, vous pouvez voir que on a identifié, donc le seuil qui a été déterminé là est de 72, on a identifié 62 effecteurs candidats sur un total de 950 protéines dans le génome. Et donc sur cette première fenêtre, vous pouvez balayer, comme je le fais là,
avec un petit ascenseur aussi, tous les effecteurs, et vous voyez qu'à un moment, vous allez passer le seuil. Ici, c'est le seuil. Et en dessous du seuil, vous allez pouvoir, de toute manière, avoir accès à l'analyse des protéines faites par Saté. Donc les effecteurs candidats, c'est au-dessus du seuil. Ils sont très intéressants à explorer. Surtout que vous voyez qu'au début, il y en a certains qui sont en rouge. Donc, ils ont des caractéristiques avec des effecteurs déjà connus, déjà publiés dans la littérature. Hein, quand nous, on les met en rouge, c'est qu'il y a une référence bibliographique derrière. Mais vous voyez qu'en dessous du seuil, il peut y avoir, c'est juste qu'en fait, le score est en dessous de 72, mais ça peut être des protéines très intéressantes à étudier. Comme si vous regardez la première en dessous du seuil, et ben vous voyez qu'elle a deux domaines de localisation nucléaire prédits. Elle a la caractéristique de la charge C-terminale qui est reconnue, une basicité C-terminale, elle est hydrophile globalement, et donc ça en fait un effecteur assez intéressant. Et vous en avez d'autres qui peuvent être très intéressants comme ça. Voilà, les domaines EPIA, quand vous avez cet effecteur-là, qui a un score de 68, donc quand même très proche du seuil, il a un domaine de localisation nucléaire en violet, des domaines de phosphorylation, EPIA, il a un domaine DUF, il a un domaine régulateur dans son promoteur qui est caractéristique des effecteurs de type 4, donc ça peut être intéressant. Donc sur cette fenêtre, tout est interactif, donc vous pouvez cliquer, donc ici, si vous redescendez sur la fenêtre principale, vous avez de nouveau qui sont listés tous les effecteurs. Et pour éviter de vous avoir à faire ça, en fait, cette petite fenêtre vous permet de cliquer sur un des effecteurs. Donc, je vais prendre le premier, ou je vais prendre le troisième, on va dire. Voilà. Et je clique dessus, et vous allez directement dans la page sur cet effecteur-là. Sur cet effecteur-là, donc, vous avez les scores de prédiction, cils et piles. Donc ça, je vais pas vous en parler parce que c'est un peu trop compliqué. En plus, celui-là, il y en a pas. Mais disons que c'est des indicateurs de prédiction, et ça, je vous renvoie au papier où on pourra en discuter plus tard, qui affinent la prédiction. Et donc, vous avez là le domaine du promoteur qui est indiqué. Vous avez le score qui est indiqué, la basicité qui est indiquée. Et vous pouvez cliquer sur tout, bien sûr. Et si vous cliquez, ça vous renvoie sur l'effecteur. Et donc, si vous allez voir sur l'effecteur en détail, vous avez la séquence de cet effecteur. Dès que vous vous approchez d'un domaine, ce domaine est surligné et tout est récapitulé en dessous. Donc, vous avez les coordonnées sur le gène, ou là, dans le promoteur, les coordonnées dans le promoteur. Là, on a trouvé des domaines eucaryotes de type ANC4. Vous avez des liens sur des liens PFAM. Donc, si vous cliquez dessus, hop, vous allez sur PFAM. Donc, j'espère que ça va marcher. Paf. Donc, voilà, vous avez toutes les caractéristiques de votre domaine. Vous avez le lien sur PFAM. Donc là, je vais éteindre. Hop. Voilà. Et voilà, vous pouvez vous balader sur toutes les caractéristiques. Si vous voulez voir les acides aminés basiques, là, dans ce cas-là, vous pouvez le voir. Voilà. Christophe, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est plutôt clair, je pense. Voilà. Voilà, les NLS, l'hydrophobicité, voilà, vous voyez, tout est indiqué. Et quand vous cliquez ici, vous retournez sur le génome. Moi, je vais y retourner, je ne vais pas faire bugger vu que j'ai un débit un peu nul. Bon, je retourne, hop, donc là, je supprime là. Voilà. Donc ça, c'est la première fenêtre qui s'ouvre quand vous faites tourner un génome, et donc vous pouvez explorer en détail les effecteurs candidats, et tout ça, c'est pour aider, bien sûr, à faire des études et des validations biologiques derrière. Ah, tu as oublié de parler du score aussi. Bah vas-y. Pour chaque effecteur, on a un score en fait qui va être Parle un peu calculé plus en fort. fonction. Pour chaque effecteur, on a un score qui va être calculé en fonction de ses caractéristiques. Et en fait, tous les effecteurs qui sont notés ici sont triés en fonction de leur score.
Donc, comme on peut voir en bas à gauche, le premier est à 206, c'est ça? Ouais. Et ensuite, ça va être décroissant. Et donc, à 72, comme a défini Damien, ça va être le threshold, là où on considère que ce ne sont plus des effecteurs putatifs. Voilà. Mais c'est une notion statistique. Donc, pour Exactement. les biologistes, c'est quand même très intéressant d'explorer aussi en dessous du score. Et ici, j'ai oublié d'en parler, vous avez aussi la distribution des effecteurs candidats, enfin la distribution des résultats SAT en fonction, donc vous avez le nombre de protéines et en fonction du score, pour avoir une idée du score moyen obtenu. Donc c'est un petit peu pour voir sur votre génome, bah voilà, si on retrouve beaucoup de caractéristiques d'effecteurs connus, enfin plus le score est élevé, plus c'est un effecteur qui accumule des caractéristiques et qui a la valeur de prédiction est la meilleure. Et donc, quand vous faites tourner ce génome, donc vous arrivez SAT sur votre génome, vous arrivez sur cette première feuille, et vous avez aussi une deuxième fenêtre qui s'ouvre, qui a la particularité de vous présenter ces résultats de prédiction sous une autre forme visuelle. Donc ici, ça vous présente, et donc tout est interactif, pareil. Vous cliquez dessus sur tous les petits ronds et vous pouvez avoir accès aux effecteurs correspondants. Ça vous renvoie à la page précédente. Mais en fait, nous, on a voulu représenter cette figure parce que en fait, on a ploté les résultats de prédiction par rapport à la plasticité du génome, par rapport à la densité locale de gènes dans le génome. Donc en fait, ces effecteurs, le génome ici de la bactérie est représenté selon les caractéristiques des régions flanquantes intergéniques, 5' et 3'. Donc, pour être plus clair, ici, on a ploté les régions flanquantes, la longueur des régions flanquantes 3' intergéniques, et ici, les régions flanquantes 5' intergéniques. Donc, dans le cadran inférieur gauche, vous avez des gènes qui ont des petites régions flanquantes intergéniques 5' et 3'. Ça veut dire qu'en fait, c'est des gènes qui sont rapprochés les uns des autres. Donc, c'est des régions très denses en gènes. Donc, c'est là-dedans qu'on va retrouver les clusters. D'accord? Et ici, vous voyez que vous avez des effecteurs candidats, qu'on a plotés donc en rouge, qui correspondent à ce cadran-là, qui sont dans des régions très denses en gènes. À l'inverse, dans le cadran supérieur droit, vous avez des effecteurs qui sont plotés en bleu, qui sont dans des régions où il y a des gènes qui possèdent des régions flanquantes intergéniques grandes, 5' et 3'. Donc on est dans des régions peu denses en gènes, susceptibles d'avoir beaucoup de réarrangements par recombinaison par exemple. Donc c'est intéressant à regarder. Et les deux autres cadrans, en fait, c'est les régions qu'on a appelées in-between, donc intermédiaires, avec une région flanquante courte et une région flanquante longue. Et donc, en fait, typiquement, c'est les bordures de cluster. Et donc ça, c'est très intéressant pour nous aussi, parce qu'en fait, en bordure de cluster, vous pouvez avoir des îlots, en fait, ça peut déterminer des îlots de pathogénicité, ces bordures de cluster. Et donc, typiquement, chez les bactéries, et ça a été montré chez Legionella, Bartonella, par exemple, vous avez des clusters de gènes qui vont coder pour le système de sécrétion de type 4, et en bordure de ces clusters-là, vous avez des effecteurs qui ont été trouvés et caractérisés. Et donc, nous, c'est intéressant de voir qu'on a aussi des gènes en bordure de cluster, et ça vaut le coup d'expertiser ça un peu. Tous ces outils, en fait, c'est pour permettre aux biologistes de faire les meilleurs choix quand il va devoir valider ces protéines. Parce que vous avez vu que là, Ehrlichia, c'est un petit génome, 950 protéines, mais on prédit quand même à peu près 70 effecteurs de type 4, et donc on ne peut pas les valider les 70 d'un coup, donc il faut faire des choix. Ça peut être en fonction du score, en fonction des domaines qui ont été trouvés, des caractéristiques qui ont été trouvées, ou en fonction de ça, par exemple.
si on est dans des clusters ou pas, et on peut aller regarder quels sont ces clusters, quels sont ces effecteurs. Donc à chaque fois que vous cliquez dessus, vous avez de nouveau le lien vers l'effecteur. Donc là, je vous le fais. Paf. Et donc vous avez les coordonnées de cet effecteur, vous savez exactement où il est, qu'est-ce que c'est. Et vous avez aussi la version, la visualisation en bas, qui s'appelle Circos, et qui vous, pareil, vous redonne une autre vision de votre effecteur. Attendez. Vous avez une autre vision de votre prédiction. Donc ici, vous avez les effecteurs prédits par Saté en rose, et en bleu et jaune, vous avez des régions, des effecteurs qui sont en bleu dans des régions à bas GC%, et en jaune dans des régions, en orange dans des régions à haut GC%. Et là, vous avez le GC% qui est indiqué avec les variations de GC% par rapport au GC% moyen. Donc, quand vous êtes en rouge, vous êtes au niveau dans des régions à plus fort GC% que la moyenne, et en vert à plus faible GC%. Et donc ça, c'est pareil, ça peut permettre de tracer des îlots de pathogénie, des bordures de clusters, et ça peut permettre de choisir des effecteurs à caractériser par la suite. Et bien sûr, c'est toujours interactif, et vous pouvez cliquer sur chacun. Donc si vous voyez, par exemple, je vais vous donner, là ici, vous voyez que vous avez un très gros cluster, là, et vous avez un effecteur qui a été prédit dans une région à haut GC%. Donc cet effecteur-là, il a un score de 66. Donc c'est intéressant parce qu'il est juste en dessous du score, du seuil de 72. Mais ça peut être intéressant de le regarder parce qu'il est en bordure de cluster, et donc ça peut être, il peut avoir été acquis par transfert horizontal. Donc ça, faut regarder un petit peu ça, parce que Ehrlichia est une bactérie à bas GC%, et donc les régions à haut GC% peuvent retranscrire des acquisitions par transfert horizontal. Donc voilà. Je vais aller rapidement sur le reste. Damien, je peux te poser une petite question là sur le code couleur? Ouais. Avant, là, ce que tu montrais, le plot, là, du coup, tu avais un code couleur à droite, c'est sur les scores de prédiction? Là, oui. Là, en fait, non, ici, là, tu veux dire? Non, au-dessus, dans ton plot. Là, en fait, non, le code couleur correspond, en fait, c'était pour différencier les effecteurs selon le cadran. En rouge, c'est les effecteurs qui sont dans des régions denses en gènes, en bleu, dans des régions peu denses en gènes, et en orange, dans les régions in-between. Ok, non, et après, il y a les zones bleues, l'espèce de nuage bleu, qu'est-ce que c'est? Là, ici, partout, en fait, la densité locale de ce qui gènes. n'est pas des points, mais ce qui est la représentation de sorte de… C'est le génome, en fait, c'est pour visualiser le génome sous l'aspect de la densité locale de gènes. Donc, donc tous les gènes, l'ensemble des gènes sont représentés, en fait. Oui, c'est l'ensemble du génome qui est représenté. Et par-dessus, on a ploté les effecteurs. Ok. Et Christophe, tu peux peut-être… il pourra vous montrer après, par exemple, sur Legionella, parce que là, j'ai peur que ça bug. Donc, j'arrêterai le partage d'écran. Il vous montrera sur Legionella, justement, sur un tout autre… Ou sauf si tu veux le faire maintenant, Christophe. Alors oui, je peux montrer sur Legionella. Le souci, c'est que qu'il y a beaucoup d'effecteurs, et donc on voit pas le… on voit pas vraiment la densité de gènes en dessous, tu vois. Mais je peux essayer d'en trouver un autre. Si ouais, un autre où on voit une représentation différente du génome. Ok. Là, il faut que je repartage du coup. Là, je suis perdu là. Oui, il faut que tu repartages. Ok, je repartage. C'est bon. Ah, ça marche bien, hein, c'est cool. Voilà. Et donc ça, c'était la version de base de Saté pour le biologiste qui veut regarder. Pour les gens qui sont un petit peu plus affûtés, on a fait un expert mode, un mode expert,
où en fait vous avez les 14 caractéristiques qui sont rechargées par SAT de base, et vous avez possibilité de faire, donc ici tout est répertorié, donc c'est l'architecture de SAT, hein, c'est le pipeline de l'algorithme, et numéroté, et vous avez ici ces caractéristiques qui sont répertoriées, et en fait ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser SAT pour autre chose, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de le faire tourner en décochant tous les modules que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez tout décocher et ne faire tourner qu'avec un module. Par exemple, pour prédire les NLS, les séquences d'adressage au noyau. Donc voilà, vous cliquez ici et vous pouvez faire tourner SAT. Donc là, on va plus du tout chercher des effecteurs de type 4, mais vous allez chercher dans votre génome bactérien toutes les protéines qui ont des NLS. Et donc ça peut être intéressant, même quand on annote un génome, pour rechercher des caractéristiques particulières. Par exemple, moi, je suis intéressé dans mon génome pour essayer de voir toutes les protéines qui pourraient s'accrocher à des membranes. Et je vais regarder celles qui sont plutôt hydrophiles et je vais regarder celles qui vont avoir, par exemple, avoir des domaines de prénylation. Et là, on peut aussi faire changer la pondération. Donc, je fais reset. Donc, reset, ça recoche tout d'une autre manière. Et pareil, si je veux faire tourner SAT, mais que parce que nous, en fait, quand on a programmé SAT pour avoir ces scores, ce seuil de prédiction, c'est après évaluation avec des jeux de données, mais vous êtes tout à fait libre, en fait, d'utiliser SAT en faisant changer votre pondération. Et donc là, si vous voulez analyser votre génome, vous pouvez changer la pondération comme vous voulez. Voilà. En voulant favoriser certaines caractéristiques ou pas, vous pouvez le faire. Là où nous, on se dédouane, c'est que nous, on ne pourra pas vous assurer que vous avez une bonne spécificité, une bonne sensibilité, parce que là, vous aurez tout déréglé, mais vous pouvez explorer votre génome comme ça pour voir si, par exemple, dans votre modèle, telle caractéristique n'a pas plus de poids, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc pareil, vous pouvez sélectionner le génome que vous voulez. Chose intéressante, c'est que, et on vous encourage à le faire, c'est que vous pouvez vous créer un compte, vous enregistrer, et dans ce cas, ça garde le travail que vous faites en mémoire pendant 3 mois dans la base de données. Après, ça sera effacé. Mais c'est très intéressant parce que du coup, quand vous avez déjà analysé un génome et que vous voulez y revenir, surtout à ce niveau-là, vous pouvez le recharger. Donc voilà, vous voyez ici où vous avez les génomes SAT ou les génomes uploadés qui sont en mémoire. Si je retourne sur SAT 2.0, vous voyez là mon compte, et j'ai fait tourner Ehrlichia Ruminantium et j'ai de nouveau accès au job et je peux tout télécharger. Voilà. Et donc si je clique dessus, ça remet tout. Donc voilà, et précédemment, j'avais fait tourner sur Orientia Tsutsugamushi, qui est un nouveau pathogène. Donc voilà. Et après, donc dernière fonction de SAT. Tiens, je te coupe, Damien, pour montrer une autre visualisation là, des densités de chaîne. Donc là, on est sur un plasma centralé. Voilà. Et donc, on voit, c'est plus visible en fait la courbe de densité. Donc, sur le. Voilà. Et là, on voit que le génome se structure complètement différemment. La densité de gènes se situe est différente. Et on voit aussi que les prédictions d'effecteurs sont assez différentes. On a un peu moins de gènes dans les régions denses en gènes. On a une grosse accumulation dans des régions moyennement denses en gènes, un peu au centre du graphe. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on a des outliners là complètement à part qui sont intéressants à explorer aussi. Donc voilà. Et on va terminer sur la dernière feature de SAT. Alors, est-ce que je peux repartager? Normalement, oui. C'est David qui fait le chef d'orchestre, là? Ouais, c'est bon, tu peux partager. Ouais, c'est cool.
Et donc, en fait, c'est un outil de génomique comparative qu'on a appelé SATCG. Et donc là, toujours de manière intéressante, vous pouvez comparer jusqu'à 4 génomes entre eux au niveau des effecteurs prédits par SAT. Donc, vous pouvez comparer au sein d'une espèce, au sein d'un genre, au sein d'une famille, comme vous voulez, avec des génomes que vous avez précédemment uploadés aussi. Donc, par exemple, vous venez de séquencer une souche, vous l'avez annotée, elle est sous format GenBank, vous voulez utiliser SAT pour explorer un peu ce génome, ben voilà, vous pouvez le faire, c'est dans votre history, et là, vous pouvez le comparer à des génomes connus, très connus. Donc, par exemple, moi, si je séquence une nouvelle souche d'Ehrlichia ou de Wolbachia, ben, on peut la comparer à Anaplasma, on peut la comparer à Ehrlichia, Brucella, comme on veut. Voilà. Et donc ça va vous donner. Alors, par contre, je ne sais pas si je l'ai fait tourner en avance. Je ne l'ai pas. Christophe, tu l'aurais par hasard ou Ouais, pas? j'ai plusieurs. Ok. J'ai ça, ouais. Je vais montrer. Voilà. Donc ici, par exemple, j'ai fait tourner donc Non, on voit pas. Ah oui, c'est bon. Voilà. une Ehrlichia HFN6, donc Arkansas, face à une autre Ehrlichia ruminantium, qui est notre bactérie de prédilection. Et donc ça crée un diagramme de veine avec les différents ensembles, donc ce qui est en commun et ce qui est différent. Et, et sur la droite, on a un tableau récapitulatif avec la totalité des données ben, de comparaison. Donc ces comparaisons sont faites par homologie avec un threshold à 10-4. Et lorsqu'on peut cliquer sur chacun des effecteurs, et ça nous redonne ben, quel est le type d'effecteur, etc. Voilà. Et donc ça, on peut le faire jusqu'à 4 souches bactériennes, génomes. Et par exemple, là, on a un exemple entre les quatre Ehrlichia les plus connus, on va dire. Donc Chafensis, Muris, Ruminantium et Canis. Et on arrive à un résultat avec tous les sous-ensembles et toujours interactivité avec le reste du site web. Et donc ça, on s'en est beaucoup servi pour faire de la génomique comparative. Donc on a publié 2 papiers que vous pourrez trouver facilement. Il y en a un dans Frontiers ou 2 dans Frontiers, je me souviens plus. Et il y en a un qui vient d'être accepté récemment dans PLOS Computational Biology, de nouveau. Et là, justement, on s'est beaucoup attaché chez les anaplasmatacées, justement, à travailler sur les répertoires conservés d'effecteurs. Donc on appelle ça le corps effectome, comme par analogie au corps génome, ou les répertoires spécifiques d'effecteurs. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que quand on compare, on peut aborder les notions de spécificité d'hôtes aussi. Si on a des bactéries qui attaquent le même type cellulaire ou le même type d'hôte, on peut regarder si elles ont combien elles ont d'effecteurs conservés. Ça pourrait être par exemple la bactérie rouge et verte, là, sur ce que vient de vous montrer Christophe. Et ben, on pourrait s'intéresser aux 6 là, qui sont vraiment conservés et spécifiques à ces deux, et aller voir ce qu'il y a dedans. Au contraire, celles qui seront conservées entre toutes, par exemple les 23, ça c'est des effecteurs qui ont un rôle dans un mécanisme commun à toutes ces bactéries. Donc ici, c'est que des bactéries intracellulaires obligatoires. Ça peut être la faculté à se répliquer, par exemple, à l'intérieur d'une cellule ou à interagir sur les voies qui sont vraiment cruciales pour la survie intracellulaire. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que cet outil de génomique comparative était très important pour nous. Et c'était la grosse nouveauté de la version 2 de SAT, c'est que forcément les biologistes, dès qu'ils ont une nouvelle souche à travailler qui a été séquencée, ils veulent la comparer à d'autres souches qui existent et voilà, aller dans le détail. Et donc tout est interactif, le tableau reprend les codes couleurs et tout est interactif et vous pouvez aller au détail des gènes et de la séquence. Voilà, on va s'arrêter là et puis on est disponible pour vos questions. On a essayé de faire le plus rapidement possible, mais c'est vrai que c'est un peu dense. Et voilà. Et on serait preneur aussi de virologistes qui travaillent sur des gros virus et éventuellement pour tester ce logiciel parce que je pense que ça peut marcher sur des virus qui interagissent aussi avec des cellules eucaryotes à l'intérieur.
Super, merci beaucoup. Moi, j'ai des petites questions par rapport à… déjà, je me demandais par rapport à ces effecteurs, quel est le… Est-ce que vous avez une idée sur la part de bactéries qui comportent ces effecteurs? Est-ce que c'est toutes les bactéries? Est-ce que vous avez vu la distribution justement de celles pour lesquelles on a pu identifier ces effecteurs? Enfin, comment ça se distribue sur le règne des bactéries? Alors, donc là, forcément, on va dire qu'on parle de bactéries pathogènes au sens large. Je mets au sens large parce que des symbiontes, par exemple, c'est pas très clair comment se passent les symbiontes, les symbioses avec des bactéries, surtout des bactéries intracellulaires. Si on fait référence à Wolbachia, mais à plein d'autres aussi symbiontes, en fait, c'est plutôt des pathogénèses contrôlées. Donc, elles ont aussi un système de sécrétion de type 4, pour être clair, et elles doivent aussi se répliquer de manière intracellulaire. Donc, en fait, dans le règne bactérien, les bactéries pathogènes sécrètent des effecteurs, des protéines de virulence, qu'elles soient intracellulaires ou extracellulaires. D'une manière ou d'une autre, elles les sécrètent. Ça peut être par plusieurs types de sécrétions. Et les deux majeurs qui font ça, c'est le système de sécrétion de type 4 et de type 3. Et donc, en général, les bactéries, elles ont ou l'un ou l'autre. Donc, toutes celles qui ont un système de sécrétion de type 4, qu'on arrive très bien à reconnaître dans les génomes, parce que c'est des gènes très conservés, en fait, sécrètent ce type d'effecteur. Donc, c'est assez énorme, hein. C'est la moitié ou même un peu plus des bactéries pathogènes, quoi. Et celles qui n'ont pas de système de sécrétion de type 4 ont un système de sécrétion de type 3 avec des effecteurs de type 3. La caractéristique des effecteurs de type 3, c'est qu'ils sont beaucoup plus faciles à trouver. Ils ont des signaux de sécrétion dans les séquences promotrices beaucoup plus faciles à trouver. Chez les pathogènes végétaux, il y a les PIP-box, les HRP-box, on appelle ça. C'est beaucoup plus facile à trouver. Chez les pathogènes animaux, il y a d'autres signaux de sécrétion aussi. Voilà. La particularité des effecteurs de type 4, c'est qu'ils sont beaucoup plus difficiles à caractériser. Il n'y a pas de signaux clairs de sécrétion, sauf chez les Legionella. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce logiciel. Et c'est pour ça qu'il a été bien reçu par la communauté et que la première version, on a pu la publier très, très bien dans un gros journal. C'est qu'en fait, c'est un outil qu'on n'avait pas jusqu'à présent, quoi. Et d'avoir un outil modulaire comme ça, qui n'est pas que du machine learning et qui est justement qui analyse, qui essaie d'intégrer, de compiler toutes les caractéristiques intéressantes pour des effecteurs, ça n'existait pas. Et voilà. Parce que le problème du machine learning, c'est qu'il faut des jeux de données pour faire apprendre à la machine et qu'il y a certaines bactéries, nous c'était le cas pour Ehrlichia, on avait 0 effecteur de connu. Donc on peut pas faire du machine learning là-dessus. Et si on faisait apprendre sur un jeu de données de Legionella, c'était pas pertinent parce que par exemple, c'est une bactérie dont le génome est 3 fois plus grand, dont le GC% est différent, qui a un système de sécrétion de type 4 légèrement différent, et qui a un GC% différent. Enfin donc ça marche pas bien, quoi. Ça marche pas bien. Alors que là, ça marche et on l'a testé par le biais de collaboration sur d'autres bactéries que les nôtres. Donc, j'ai un collaborateur qui travaille sur Coxiella, un autre sur Brucella, et ça a été testé chez Liberibacter, qui est un pathogène végétal, l'agent du citrus greening. Et les gens ont pu utiliser sa thé et le valider les effecteurs prédits, biologiquement, je veux dire. Donc, les effecteurs prédits, il se trouve qu'ils ont été vraiment des effecteurs. Et nous, chez Ehrlichia, on en a validé quelques-uns aussi. Damien, tu sais s'il y a eu des travaux avec Leptospira? Avec la lepto? Avec la leptospire? Non, j'ai pas d'infos et j'ai pas testé moi-même. Ça vaudrait le coup. Mais après, voilà, l'outil est disponible et il faut être libre de s'amuser avec, de le tester. Si en plus il y a déjà des données dans le NCBI, des génomes dans le NCBI proches de la bactérie qui vous intéresse, allez l'explorer. Et puis Christophe et moi, donc moi plus, Christophe un peu moins parce que
Donc oui, je fais de la pub pour lui. Il a monté sa boîte de services bioinformatiques et de développement logiciel. Donc il travaille encore avec nous, mais bon, plus pour lui là. Donc moi, je suis aussi disponible pour expertiser vos résultats s'il y a besoin, quoi, hein. Donc ça me pose pas du tout de problème. S'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes, on peut regarder ensemble. Mais ça vaudrait le coup, ouais, de regarder, ouais. Donc, Ah, en fait, si je comprends bien, moi, basique, qui ne fait pas le séquençage de la leptospira, je pourrais récupérer théoriquement donc le génome de leptospire qui ont déjà été séquencés sur oui, des banques de données, oui, l'importer sur Saté pour oui, pouvoir faire ce travail. tout à fait, très D'accord. facilement. Tu le télécharges en fichier GenBank et après tu l'uploads. C'est du glisser-coller, enfin quasi quoi. Ouais, Et tu le mets et après tu fais tourner Saté. ça marche. Je vais Et essayer. c'est pour ça, on se posait la question avec Naline Rastogi à l'époque, aussi même des mégavirus, là, les gros virus, là, les mimivirus et tout ça, c'est des gros génomes, c'est des pathogènes intracellulaires stricts aussi qui sécrètent des protéines qui ont, euh, qui ont un rôle dans la cellule eucaryote. Ça vaut peut-être le coup, ça marche peut-être aussi. Disons que ça permet, ça aide à la notation fonctionnelle, ce logiciel. C'est ça pour des pathogènes qui interagissent, des prokaryotes qui interagissent avec les eucaryotes, quoi. Quand tu Donc ça parles de gros virus, ça se compte à combien de paires de bases de génome pour pouvoir être intéressant? ah ben, c'est les mimivirus, là, je sais pas combien ils ont de gènes, les mimivirus, mais les mimiviridés, là, mais ils ont pas mal de gènes, hein, je crois, hein, génome, je regarde en temps réel. Tu vois, par exemple, ça est autour de 1200 gènes. Donc c'est hyper. En fait, c'est des génomes plus gros que celui sur lequel on travaille Hmm. en bactéries. Et Donc CMV, cytomégalovirus, c'est pas assez gros? j'en sais rien. Moi, j'y connais rien en virus, hein, donc Parce que bon, nous on dit toujours le CMV c'est un très gros virus. Maintenant, maintenant mais c'est c'est plus. combien de virus c'est Bah non, je sais pas, faudrait que je regarde. euh, a Sequence of Complete Human Cytomegalovirus. Bah, d'ailleurs, ça a été publié en 2010, là. Ils ont fait quoi? Combien il y a de gènes? euh, je sais pas trop. Faudrait regarder. Faudrait regarder, mais bon, ça peut être intéressant. Après, l'intérêt, nous, ce qui nous intéressait sur Ehrlichia, c'est que c'est des pathogènes un peu orphelins et puis qui sont durs à travailler et pour lesquels on a 30% de gènes inconnus. Donc, nous, quand on travaille sur la pathogénèse, on veut aller sur du fonctionnel. Et donc, c'est un outil pour aller sur le fonctionnel. Même si on oublie le système de sécrétion de type 4, c'est ce que j'ai montré dans le mode expert. Si on veut voir toutes les protéines qui peuvent être targetées dans le noyau, on va faire tourner SAT avec la fonction NLS. Et ça, cette fonction NLS, par exemple, on l'a expertisé, hein. Il y a des logiciels qui s'appellent, par exemple, NLS Mapper. On est plus performant que NLS Mapper. Et parce on avait fait une expérience toute bête sur Saté, on avait prédit avec NLS Mapper et sur un génome d'Ehrlichia, on avait prédit avec NLS Mapper et Saté. Et en fait, on a cloné les deux NLS prédits qui étaient différents et on a regardé en microscopie confocale et c'était notre NLS qui allait dans le noyau et celui de NLS Mapper était un faux NLS, un faux positif. Donc, on l'a pas publié, il faudrait qu'on le publie, mais voilà. En fait, sur des caractéristiques comme ça, chaque feature, chaque module de recherche a été paramétré indépendamment avec des jeux de données. Et après, la compilation a été faite et la détermination du seuil et tout a été fait aussi avec des jeux de données. Donc, c'est du semi machine learning, hein. Voilà, s'il n'y a Ok, pas d'autres. super, super. Merci, merci Damien et Christophe.
pour la présentation de Saté, c'est super. Voilà, comme tu disais, donc j'invite aussi tout le monde, si vous avez des données, donc Ouais, vous d'essayer, voilà. enregistrez, à grossir la communauté SAT, Et- n'hésitez pas à poser des questions, faites-le vivre si vous en avez besoin, et puis communiquez avec vos collaborateurs. Hein, je pense que c'est un outil utile. Et puis plus tard, avec Alexis, on vous présentera un autre outil utile qu'on est en train de développer aussi. Ouais. Moi, j'ai une autre question, si on a un peu de temps. Est-ce qu'on a un peu de temps ou… Euh, ouais, 2 minutes. Ouais, non, c'était juste par rapport à, du coup, les identifications de gènes, enfin de protéines comme effecteurs. Est-ce que elles sont retrouvées pour certaines déjà dans la notation fonctionnelle, ou à chaque fois c'est des hypothéticoles le plus souvent, ou est-ce que des fois elles sont déjà taguées comme étant protéines du système de sécrétion? Parce que moi, ouais. Tout à fait. Et ben, dans les prédictions, tous les gènes rouges, c'est des effecteurs déjà connus, déjà caractérisés. Ah, d'accord. Tu sais, quand tu as la première page, le premier résultat, en fait, quand tu fais tourner sa tête, tu as la première page avec toutes les listes d'effecteurs. Et ben, tu as des effecteurs qui sont en noir et des effecteurs qui sont en rouge. Les rouges, c'est ceux, ah ben voilà, Christophe est en train de le montrer. Les Ah oui, rouges, les rouges. c'est des effecteurs qui ont déjà des homologies. Parce qu'une des features qu'on recherche, c'est l'homologie. Et Christophe, si tu peux montrer en haut la légende. Donc, elles Voilà. sont déjà taguées dans leurs annotations fonctionnelles du GenBank que l'utilisateur a fourni dans son GenBank. Non, C'est non. ça que je voulais savoir. Clairement pas. Par exemple, là, si tu regardes, là, on voit le génome de Legionella pneumophila. Là, tu as les tags NCBI et à aucun moment, tu vas voir gène ouais, on voit pas que c'est un effecteur, c'est pas marqué. Bon, le premier que tu as montré, SID-E, c'est un effecteur très connu. SID-E, c'est un Donc effecteur connu. ça, on les connaît. Mais par exemple, si tu prends le deuxième, HIT, enfin, c'est le nom du gène. Il y a que les spécialistes qui connaissent, mais en fait, ça se réfère toujours à une publi et on sait que c'est des effecteurs de type 4. Et Legionella, c'est un cas particulier où, bon, c'est un gros génome, hein, c'est 3000 gènes, mais il y a des mutants dans tous les gènes et tous les effecteurs ont été caractérisés. Donc, c'est un répertoire exhaustif. Donc, en fait, bah voilà, il y a en fait, on a quasiment que du rouge sur les 300 gènes qui effecteurs. sont trouvés par Saté. Voilà. Ok. Voilà. Ok. J'avais pas saisi ça. Merci. C'est quasi exhaustif. Donc moi, si je bossais sur Legionella, j'irais regarder tous les noirs. Parce que voilà, c'est des effecteurs, des super effecteurs candidats qui avaient des hauts scores. Et voilà, comme celui que tu viens de passer. Et voilà. Et celui-là, il est au-dessus du score de Saté. Il n'est pas connu chez Legionella. Et il a des features de tous les côtés, quoi. Donc voilà. Moi, j'irai voir. Juste une petite question là par rapport à ce qui est indiqué donc à gauche. Hein, donc on a un item qui est en bleu, après on a du noir. Le numéro du gène, c'est ce qui est au milieu. Le nom du gène, c'est ça. Ouais. Oui. Ça, c'est le LPG 08127. Donc, c'est Ça, le c'est le nom nom du gène? ouais, que tu vas voir dans le génome. En général, tu as sa fonction à côté. Quand c'est un gène vraiment connu, si tu regardes 3 lignes en dessous, il y a IEBC. IEBC, ça c'est parce que carrément le gène, il a un nom, ils l'ont étudié et tout ça. 4 lignes en dessous. Voilà. Mais après, si tu cliques sur le lien bleu, en fait, tu as directement, Christophe va le faire, tu as le lien sur le NCBI direct. Ouais, d'accord. Et tu peux télécharger ta séquence en FASTA, tous les trucs. Ouais. Ah ouais. Tu as la référence et tout, tu as tout en fait. Hein. Il est interactif et tu as tous les liens. Donc, tu peux retrouver tout. Les domaines eucaryotes qui ont été trouvés, les domaines femmes, tu vois, les séquences, à quel génome c'est, enfin, tout est lié. Donc, tu peux vraiment après étudier, il a été fait pour ça, hein, pour que les biologistes ils puissent étudier leur génome bactérien. Voilà. Ouais.
et faire leur blast, faire leur machin, leurs alignements. Voilà, et on a essayé de le penser un peu centré sur l'utilisateur pour qu'il soit assez ergonomique. Ok, super, super, merci encore. Merci Damien et Christophe. Merci à vous. Donc, oui. Donc, si vous voulez, on va passer à Bernard sur les bases de données du CHU. Je donne donc la main à Jacqueline. Voilà. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Il a une drôle de tête, Jacqueline. C'est ce que je disais. Je suis là, je vais faire, je suis là. Donc bonjour, je suis Bernard Bacan, je suis biostatisticien, data manager au registre des cancers et je vais vous présenter une problématique qu'on a depuis quelque temps sur les entrepôts de données de santé en ce qui nous concerne, mais bon, c'est une problématique plus générale d'entrepôts de données pour tout le monde. Alors, je précise que je ne suis pas un grand spécialiste de la question, je suis un grand spécialiste du problème. On a un problème là-dessus. J'ai invité Steve Bévon, qui est le DPO du CHU, à participer à la réunion afin de répondre aux questions potentielles. Alors, avant de commencer, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà eu ce problème d'entrepôt de données réglementairement? Non? Bon. Et ça va venir, je pense. Oui, oui, mais ça, c'est le registre MND, oui, donc c'est le CHU toujours, oui. Donc, bon, ben, réglementairement, je pense que vous allez y venir tôt ou tard. Nous, ça commence par nous parce qu'on a des données de santé sensibles. Mais tôt ou tard, tout le monde sera amené à des entrepôts de données, je pense. Donc, c'est quoi un entrepôt de données? Selon une définition que... Attendez 2 secondes. Deux secondes, problème technique. Alors, selon une définition que j'ai trouvée, un entrepôt de données de santé est une importante base de données destinée à la réutilisation de données de santé provenant de plusieurs sources, pour plusieurs projets d'études, de recherche et d'évaluation sur le long terme. Donc, pour un entrepôt de données qui n'est pas de santé, c'est un peu la même chose, mais à vos objectifs personnels. Un entrepôt de données de santé est dans une logique de big data, il permet de standardiser, expertiser, organiser et rendre accessibles des données, par exemple, optimiser des recherches, détecter des profils de santé particuliers, créer des outils de détection d'événements liés à la vigilance, développer des algorithmes d'aide à la décision. Bon, ça, c'est la définition officielle, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ah, ça a compté. Vous nous entendez toujours? Oui, on vous entend. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Un entrepôt de données, officiellement, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous faites un projet de recherche et que vous faites une base de données qui ne sera utilisée que pour ce projet de recherche, vous n'avez pas besoin d'entrepôt de données. Les entrepôts de données sont pour les bases qui sont amenées à être réutilisées. Un entrepôt de données, c'est un espace physique et numérique sécure où on peut entreposer des bases de données différentes à des fins de croisement pour améliorer la recherche ou toutes sortes de choses. Ces bases devront être harmonisées, c'est-à-dire qu'ils devront avoir une clé commune pour faire une base relationnelle, par exemple. Et donc, cette harmonisation sera donc à créer dans l'entrepôt de données. Parce qu'en général, les bases elles viennent d'instituts différents. Donc, on n'a pas forcément un numéro commun pour faire la base relationnelle. Et on n'a pas le droit d'utiliser une base relationnelle comme clé primaire, une base relationnelle qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, utiliser le numéro de sécu comme clé pour lier les deux bases. Ça implique aussi une harmonisation des pratiques de sécurité pour
tout ce qui alimente les données. C'est normal, c'est-à-dire que c'est au point de vue de fiabilité, chaque personne doit avoir les mêmes pratiques de sécurité, sinon celui qui a les moins bonnes pratiques rend peu fiable tous les systèmes. C'est un outil de requête, un entrepôt de données possède forcément un outil de requêtage externe sécure sur les données consolidées. Alors, sur les données consolidées, c'est là où l'entrepôt de données pose un petit problème, un des problèmes de l'entrepôt de données. C'est-à-dire que l'entrepôt de données, selon la définition, ils imposent que toute requête faite à 2 temps différents doit donner le même résultat. Donc, ça veut dire que votre base, si elle évolue, vous ne pouvez mettre dans l'entrepôt de données que des données qui ne vont plus jamais changer. Et oui. Alors, ça veut dire quoi encore? Ben, de plus en plus, pour la valorisation, pour les publications, on nous demande de fournir notre base de données et même de publier notre base de données en anonymisant. Donc, ça veut dire que nos bases de données, même quand c'est un projet bien défini, sont amenées à être réutilisées. Ça veut dire que concrètement, les bases de données, les entrepôts de données deviendront à très court terme obligatoires pour tout le monde, tous ceux qui font de la recherche. Un exemple, j'ai pris un exemple fictif, mais on ne désespère pas qu'un jour ça soit réel. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, il y a le registre des cancers, il y a le centre de dépistage des cancers. On a chacun 2 bases de données sur 2 serveurs avec 2 applications différentes, avec des pratiques de sécurité différentes, sur 2 sites différents. On a, voilà, donc, donc le registre, lui, il est dans une recherche perpétuelle d'exhaustivité, c'est notre critère principal de qualité de la base de données du registre. Et le CRDC, donc le centre de dépistage, il a un problème parce qu'il y a une fuite d'informations. Le dépistage est mal ciblé parce que déjà, des fois, il y a des femmes qui ont déjà eu le cancer, ils ont continué à les inviter parce qu'ils n'ont pas l'information que la personne a le cancer. Donc, le croisement de nos 2 bases, ça peut résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire que nous, on peut améliorer notre exhaustivité en récupérant leurs informations et eux, on peut leur dire les patientes qui sont décédées, les patientes qui sont déjà diagnostiquées d'un cancer, qu'ils arrêtent de les inviter. Et bien plus encore, ça ouvre le champ de possibles sur la recherche beaucoup. Alors, comment on fait ça? Il faudra harmoniser nos bases, avoir un numéro patient anonyme pour les 2 bases, dans un espace sécurité sécure, ce que j'expliquais tout à l'heure là, et la possibilité de requêter en même temps les 2 bases de données. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, l'architecture d'un entrepôt de données, ça ressemble à ça. Alors, il n'y a pas une architecture unique, il y a plusieurs architectures, mais celle-là, c'est à peu près celle sur laquelle tout le monde est d'accord. Parce que toutes les autres sont beaucoup critiquées, celle-là, c'est à peu près celle sur laquelle il y a une espèce de consensus. C'est-à-dire que donc, il y a 5 parties. La première partie, alors, je ne sais pas, vous voyez ma souris? Vous voyez le curseur, oui? Oui, on la voit. Donc, la première partie, c'est l'existant, en fait. C'est ce que vous avez actuellement, c'est vos bases de données telles que vous les utilisez actuellement. Elle va être reliée à ce qu'on appelle un serveur OLAP. Alors, les informaticiens sont peut-être mieux placés que moi pour expliquer c'est quoi un serveur OLAP. Alors, si j'ai bien compris, un serveur OLAP, c'est un serveur sur lequel on met les bases, on met les données et il réordonne les données, il les harmonise, il les réordonne et les dépose sur l'entrepôt de données proprement dit, en séparant bien les données brutes, les données agrégées et les métadonnées. Une fois que c'est dans l'entrepôt de données met à disposition les données, met encore sous un autre format pour qu'ils puissent être utilisés par des utilisateurs qui seront prédéfinis et chaque utilisateur aura le droit de voir que les données. Donc, ce sont profils. Ça, c'est l'entrepôt de données idéal. Ça, on est sûr d'être validé. Ça implique aussi, tout ça, ça implique des transferts sécurisés. Donc, de point de vue informatique, ça veut dire quelque chose. Ici, bon, c'est la suite.
Alors, un entrepôt de données de santé doit être RGPD compatible. Ça veut dire que techniquement, le responsable du traitement doit être clairement identifié, c'est-à-dire qu'il y a un responsable légal et vers qui on peut se retourner si ça ne fonctionne pas correctement. Il y a un comité scientifique qui doit être défini et qui doit évaluer les demandes de requêtes et les autorisations qu'on donne à chaque personne pour faire des requêtes sur les entrepôts de données. Alors, pour ce qui est des données de santé, les données administratives, les données cliniques et les données génétiques doivent être cryptées de 3 façons différentes, ça c'est imposé, de 3 façons différentes sur un entrepôt de données. C'est-à-dire que si on arrive à décrypter, si il y a un problème et on arrive à décrypter les données administratives, il ne faut pas qu'on arrive à décrypter les données cliniques et génétiques et inversement. Le flux de données doit être sécurisé, donc c'est ce que j'expliquais. Donc, il y a quand même 5 étapes où il y a des transferts de données, donc ça doit être très sécurisé. Là, il faut avoir une journalisation des flux de données à toutes les étapes. On doit être capable de dire qui a mis les données à quel moment, qui a requêté les données à quel moment le serveur OLAP a fait la standardisation, à quel moment les données ont été supprimées, parce que dans un entrepôt de données, les données ont un temps de vie qui est défini en fonction du type de données. L'accès physique au serveur sécurisé doit répondre à des mesures RGPD. Donc, il faut un contrôle d'accès et aussi une journalisation des contrôles d'accès à distance. Il faut différents profils d'habilitation pour requêter, ça c'est ce qu'on disait, et une identification forte des personnes internes et externes qui utilisent l'entrepôt de données. C'est-à-dire de la personne qui alimente l'entrepôt de données et jusqu'à la personne qui requête l'entrepôt de données. Ben, les solutions, alors moi je veux dire que le problème, nous on a des autres CHU parce qu'on est on a des données sensibles comme on a des données nominatives avec avec des données cliniques. Les généticiens, je pense que vous avez peut-être le problème, vous allez l'avoir dans pas très longtemps. Donc je pense pas qu'on puisse échapper à faire, de s'organiser en entrepôt de données. Les solutions qui existent pour l'instant, c'est inscrire l'entrepôt de données dans un hébergeur de données de santé. Alors, pour l'instant, en Guadeloupe, on peut s'inscrire. Alors, un hébergeur de données de santé, c'est une espèce d'espace numérique qui remplit déjà un certain nombre de ces conditions. Et donc, il y a le GRADES et Orange qui fait ça aux Antilles. Et le CHU voudrait le faire, mais à très long terme. Donc, je ne pense pas qu'on peut se compter sur le CHU pour l'instant, hein, parce que ça serait dans 4-5 ans, donc quand on sera le nouveau CHU. Et ça a un coût non négligeable. La deuxième solution, c'est que je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir à la création d'une solution compatible pour toutes nos structures. Il y a des financements qui peuvent être trouvés, ou même si on ne va pas jusqu'à la création d'une solution compatible, je pense que vu que c'est un problème qu'on aura tous, je pense qu'on peut essayer de faire un référentiel technique et pour nous tous, c'est-à-dire qu'au moment de notre service informatique en aura besoin, on sera capable de lui dire, ben voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire de façon technique et à peu près avoir une idée du financement, enfin du coût que ça peut avoir. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? C'est super. Merci Bernard. J'avais une question. En fait, tu as parlé donc de l'anonymisation des données. Donc, c'est des données de patients. Quel serait, en fait, est-ce que tu as un exemple pour anonymiser, s'il te plaît, les données? Nous, c'est quelque chose qu'on fait relativement. Bon, déjà, on ne peut pas anonymiser réellement. En fait, c'est pas vraiment. Donc, on dit de la pseudo-anonymisation, effectivement. Et en fait, ça, c'est le travail du serveur OLAP, visiblement. Si j'ai bien compris, le serveur OLAP, il récupère les données, il les sépare et il anonymise. Et les réagence différemment pour qu'on puisse que ça soit dans des tables anonymisées.
Sinon, nous, on anonymise pour les patients sur sexe, âge arrondi et numéro de patient de la base. Alors, moi j'ai posé une question. Alors, sachant que notre DPO est là, donc si vous avez des questions au DPO, ça peut être important. Est-ce qu'il y a des informaticiens? Je sais que Raphaël est là. Non, j'ai vu Raphaël, tu es là, il me semble. Oui, j'ai vu Raphaël aussi. Oui, je crois qu'il est là. Alors, moi, ce que je voudrais proposer, ça serait peut-être de faire un groupe de travail pour travailler sur le référentiel technique. Parce que si vous regardez bien, il y a plein d'étapes qui sont écrites, plein de demandes, plein d'exigences. Pour les gens comme moi, ça ne parle pas beaucoup. Pour avoir discuté tout de suite avec d'autres informaticiens, eux, ils voient tout de suite ce qu'il faut faire peut-être trouver la solution optimum qu'on pourrait mettre dans un référentiel et après peut-être soit on le fait tous ensemble, mais ça serait super, on trouve des financements et tout, soit au moins on aura un référentiel qu'on pourra présenter à nos services informatiques respectifs et qui pourrait, parce que bon, je sais pas comment ça se passe chez nous, mais chez nous, la réactivité du service informatique, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, je pense que ça pourrait résoudre tous nos problèmes parce que ce problème d'entrepôt de données, vous l'aurez tous. Ça, je suis persuadé de ça et dans très très peu de temps. C'est pas, et surtout les généticiens parce qu'en en fait, il y a les seules personnes qui sont à un niveau plus élevé que nous en risque, visiblement, ce sont les généticiens. Donc, ça arrivera très rapidement. Oui, je suis d'accord. Parfait. J'avais une question. Eric. Oui, bonjour à tous. Eric Statner, je suis enseignant à l'université. J'avais une question sur la prise en compte sur les deux solutions que vous avez proposées du RGPD, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, en matière de protection des données, on a quand même l'Europe qui s'est positionnée et qui a proposé ce fameux maintenant, qui s'appelle RGPD, c'est le Règlement général pour la protection des données, et qui effectivement recommande un certain nombre de choses. Enfin, je dis recommande, qui même exige un certain nombre de choses lorsqu'on commence à manipuler des données personnelles. Donc il y a la partie anonymisation, il y a la partie également tout ce qui concerne la suppression des données passé un certain délai, la mise à disposition des données aux utilisateurs. L'utilisateur a le droit de savoir précisément effectivement qu'est-ce qui est collecté sur lui, comment c'est stocké. Et je voulais savoir comment vous prenez en compte effectivement ce RGPD dans ces données qui effectivement sont des données sensibles, qui sont des données de santé. En fait, ce que j'ai présenté, ça provient on va dire, du brouillon du référentiel de la CNIL, qui justement, pour que l'entrepôt de données soit RGPD compatible, nous donnait des indications. En fait. Non, mais en fait, je ne sais pas si ça répond à la question. Si. Juste. Oui, bonjour. Oui, Eric, c'est Jacqueline Delumeau qui répond. Juste, je ne sais pas si tu parles directement des données de santé qui sont collectées par les registres. Mais nous sommes dans un cadre de mission de santé publique avec une autorisation CNIL et une mission de santé publique de surveillance épidémiologique. Donc, nous avons une espèce de dérogation au retour direct vers le patient, mais qui est gérée, voilà, donc avec toute une série de règles d'information par les médecins traitants, etc. Donc, on a une dérogation à un certain nombre de choses, mais on a quand même une conformité RGPD extrêmement pointue à mettre en œuvre et tous les registres sont actuellement dans cette démarche de mise en conformité RGPD, notamment sur les aspects information patient et puis sécurité physique et logique et tout ça. Donc, on n'y coupe pas, même si, en tant qu'outil de surveillance nationale, on a un certain nombre de droits et d'autorisations. Ok, très bien. Merci Jacqueline. Oui, bonjour. Steve Bévon. Alors, je suis délégué à la protection des données au CHU de la Guadeloupe et j'interviens aussi en tant que chef de projet sécurité des systèmes d'information. Alors, je voulais juste intervenir, juste vous porter une information complémentaire, parce que c'est vrai que bon, j'ai été en lien très récemment avec Elkana, comment dirais-je, avec un ingénieur de
de la CNIL, okay, notamment dans le cadre des entrepôts de données. Et c'est vrai que bon, les exigences en matière de sécurité, ils sont intransigeants. Okay. Alors c'est vrai qu'il y a toute la partie RGPD en lui-même, en elle-même, okay, concernant un petit peu le droit des patients, etc. Mais c'est vrai que sur la partie sécurité, la partie cloisonnement, ils sont intransigeants. Okay. Alors ce qui veut dire que le référentiel en question, il faut obligatoirement que toutes les exigences en matière de sécurité soient effectives. Voilà, parce que c'est vrai que bon, par rapport un petit peu comment dirais-je, aux vulnérabilités, par rapport un petit peu aux données personnelles qui sont en train de traiter et qui sont sur Internet, c'est vrai que bon, que le niveau est vraiment remonté et là ils ont vraiment insisté, ok, de façon qu'il y ait vraiment l'application stricto sensus des exigences en matière de sécurité. Voilà. Alors, si on monte ce groupe de travail, est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'intéressent de participer à ce groupe de travail? Oui, moi je suis intéressé. Donc je trouve ça très intéressant. Me concernant, je suis intéressé aussi. Donc, c'est vrai que bon, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette protection des données par rapport à ma fonction de délégué. Mais c'est vrai que bon, initialement, bon, j'étais responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc, sur la partie sécurité, bon, voilà, je pourrais contribuer. Super. Super, oui, c'est une bonne idée, comme dirait Elkana. J'ai vu aussi que Damien aussi trouvait que c'est une très bonne idée. Est-ce que par hasard, Raphaël, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose du point de vue de l'université, par exemple? Oui, je vous entends. Moi, je suis ingénieur en calcul scientifique, donc les bases de données, c'est pas mon domaine en fait, hein. Ni la sécurité, hein. Voilà, je sais pas. Tu n'aurais pas quelqu'un qui serait intéressé de participer? Tu ne connaîtrais pas ton nom, quelqu'un? À l'université, il y a des chercheurs, hein, spécialistes des bases de données. Je pourrais leur en parler. D'accord. Ben, je reviendrai vers toi. Je sais me. Bon, Oui, on peut creuser. On peut chercher hein, des partenaires. Hein. D'accord, très bien. Bon, je note Steve et David maintenant. De mon côté, moi, je veux bien aussi participer au groupe de travail concernant les bases de données, tout ça, si ça vous intéresse. D'accord. Allô, bonjour. Ce que j'allais dire. S'il y a aussi s'il reste encore de la place, j'aimerais bien y participer également. Hein. Alors attendez, je note. Du coup. De même que moi, je serais ravi de participer à cette cellule de travail, tout en sachant. Alors, je me présente. Hein, vous m'entendez bien? Oui. Alors, donc, je suis Elkana, je suis data manager et biostat au registre des maladies neurodégénératives. Donc, pour faire simple, c'est toutes les maladies en lien avec le Parkinson, l'Alzheimer et autres. Et effectivement, comme le registre des cancers, nous sommes, c'est-à-dire par rapport à la CNIL, ils ont certaines exigences. Et c'est juste aussi nous essayons de mettre en place des solutions. Et par rapport à tout ce qui est base de données, là, comme je travaille un peu dessus, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'on peut utiliser certains algorithmes de chiffrement par rapport aux bases de données qui sont assez intéressants, qui sont approuvés même par la CNIL. Donc, ce sera un plaisir pour moi d'être dans cette cellule de travail pour vous proposer les solutions que j'ai déjà mises en place, les confronter également avec vos solutions et voir comment on peut mettre en place un référentiel technique pour partager
un peu tout ce que nous pouvons rencontrer, qu'est-ce qu'on peut développer, quels sont les algorithmes qui sont fiables ou pas. Donc voilà à peu près pour moi. Très bien, Allô, merci. vous J'ai pris m'entendez? vos noms, alors, donc c'est Elkana, David, Damien Million. C'est Eric. Je vais te contacter pour avoir des noms. Et Steve et Christophe. Plutôt que moi, enfin, moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais je suis pas très compétent. Mais Christophe, qui a dit, est très compétent. Lui, il est spécialisé en base de données. D'accord, Donc, ok, très bien. SAT qu'on a utilisé, justement, c'est des bases de données énormes. D'accord. C'est que des bases de données qui communiquent entre elles, qui interagissent. Alors, en fait, je pense qu'une bonne partie du travail, ce ne sera pas forcément de la base de données, ça sera de la sécurité. Oui, il y aura une interaction base de données, mais effectivement, la grosse partie, ça sera de la sécurité, je pense. Mais il s'y connaît aussi, justement. Donc, Oui, je pense que c'est vraiment le meilleur interlocuteur. C'est un vrai informaticien aussi. Eric, Ouais, s'il reste de la place, effectivement, j'aimerais bien y participer hein, à ce groupe de travail. D'accord, très bien. Écoutez, moi, je vous propose de vous recontacter bientôt, le groupe de travail, qu'on s'organise et après, on fera un rendu au groupe Caribionet à intervalles réguliers. D'accord. J'ai vu aussi que Kevin est intéressé. Donc, on peut aussi le rajouter si vous voulez. Kevin Durimel. Donc, on peut te rajouter Kevin si tu veux. Oui, c'est bon. Ok. Donc, je propose que, donc, comme tu disais, donc, ce serait bien, voilà, comme tu as initié le mouvement. Donc, Bernard, tu es le référent de ce groupe de travail, d'accord, pour les bases de données. Ok. Après, voilà, tu pourras contacter directement, voilà, toutes les personnes intéressées et ceux qui veulent se rajouter. Donc, il n'y a pas de souci. On pourra, si vous voulez, vous rajouter au groupe de travail. Je pense que ça devrait être bien. Très bien. D'accord. Et ça donnera quelque chose. Super. Super. Merci. Donc, merci. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc c'est très bien. Donc, merci encore donc à tout le monde hein, pour voilà les deux présentations, Christophe et Damien, ainsi que Bernard et Jacqueline. Donc, merci beaucoup à vous et si vous voulez, on peut s'arrêter là. On peut se dire bon, à bientôt. Peut-être que la prochaine, ce sera sûrement le mois prochain, début du mois prochain. D'accord? Merci beaucoup à tous. Ok. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Okay. Merci pour à bientôt. David et Alexis. Et super. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.